Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Très chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, j'accueille un homme auteur, diplômé de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et qui a suivi plusieurs formations certifiantes en neurosciences et en biologie cellulaire auprès de l'université Harvard. Il vit aujourd'hui au Japon où il mène des observations pour comprendre les secrets de ses habitants. Je l'accueille dans le cadre du lancement de son livre Shushu Ryuku, technique mentale pour rester concentré sur ses objectifs, la méthode japonaise pour déployer ses ressources intérieures. Bienvenue Nicolas Chauvat. Bonjour Valérie. Comment allez-vous ? Merci pour… Très bien, et je vous remercie pour le temps que vous allez m'accorder pour cette interview. Avec grand plaisir. Alors moi, j'ai découvert votre magnifique livre. Alors vous en avez d'autres, votre actif, qui sont tout aussi fascinants. Je regardais Meneki, renforcer votre système immunitaire dans une période comme on l'a vu aujourd'hui. C'est quand même intéressant de pouvoir aller s'y plonger dedans. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de votre livre Shushu Ryuku. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, je vais vous laisser le dire pour que les auditeurs s'imprègnent de cette magnifique énergie. Non, mais vous l'avez très bien prononcé, donc ça s'appelle Shushu Ryoku. Voilà, qui veut dire l'art de rester concentré justement sur ses objectifs et de préserver son énergie en même temps. Alors justement, on va en parler durant l'émission parce que c'est quand même très important de voir un petit peu qu'est-ce que vous avez mis dans ce livre pour qu'on reste vraiment concentré, puisque l'émission elle est vraiment basée sur l'essentiel, donc on est vraiment dans la ligne de l'émission, dans cet axe-là. Pour commencer, je vais vous poser la question rituelle de l'émission, pour nos auditeurs. Nos très chers auditeurs doivent l'attendre avec impatience. Quel a été votre plus grand réveil, Nicolas ? Mon plus grand réveil. Alors, mon plus grand réveil, c'est… en fait, j'en ai eu deux, mais quand je suis allé au Japon pour la première fois, donc c'était dans le cadre d'un échange universitaire, et comme vous l'avez dit, en fait, j'étudiais à un institut d'études politiques, et je devais faire des interviews de personnes. Donc, moi, c'était en pleine période de crise économique, et je demandais aux Français et aux Japonais, d'après vous, quels sont les principaux défauts de la France pour les Français et du Japon pour les Japonais. Et voilà. Donc, en fait, quelle est la cause de la crise? Et les Français disaient toujours, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des banques, parfois c'est la faute d'autres pays, voilà. Et quand j'ai posé la question aux Japonais de l'université dans laquelle j'étudiais, c'était toujours de leur faute en fait. C'est parce qu'on n'est pas assez dans l'innovation, c'est parce que on ne sait pas parler assez bien anglais, c'est parce que… Mais en fait, ils cherchaient toujours la faute à l'intérieur d'eux-mêmes. Et moi, je me suis dit, j'étais un petit peu comme ça aussi dans ma vie. Il y avait des choses qui me plaisaient pas, et j'avais plein de bonnes raisons pour critiquer l'environnement qui m'entourait en fait. Et en fait, ils ont aucun d'entre eux ils ont tous eu la délicatesse de pas me critiquer, mais dans la manière dont ils se comportaient, ils me faisaient comprendre que si on veut vivre heureux, si on veut vivre ses rêves et rester concentré sur ses objectifs, il faut s'occuper de ce qu'on peut changer, c'est-à-dire nous-mêmes. Et oui. Ça, c'était moi. Wow. Donc vous, ça vous a permis d'opérer un changement en vous-même encore plus conséquent. Quel effet ça a eu sur vous justement ces interviews ? Déjà, comme c'était fait de manière japonaise, du coup, c'était pas une critique contre moi. Et donc, du coup, ça a permis pour moi d'inviter le changement sans avoir mon petit ego qui se réveille en voulant se protéger. Donc ça, déjà, c'était très bien. Et après, c'était de me dire, tu es responsable de ta vie. Arrêtons de chercher les coupables, mais cherchons qui est responsable d'améliorer les choses. Et la seule personne qui est responsable de notre vie, c'est nous-mêmes. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Aller plus loin que sa petite fierté pour essayer de se changer soi-même. Moi, ça a été un vrai
un vrai réveil, mais qui s'est fait en douceur. C'est ça qui est intéressant. C'est pas un électrochoc, c'est un réveil en douceur. C'est très, très beau. C'est vraiment magnifique. Alors justement, on va pouvoir vraiment embrayer sur le livre parce que vraiment, on est là-dedans. Hein, on est vraiment sur cette partie où on va rester concentré sur ces objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà, vraiment avoir une posture responsable, engagée envers soi-même. Donc, comme je dis toujours, par amour pour soi, déjà, c'est important de le faire pour ensuite pouvoir le transmettre aux autres et changer le monde comme ça. C'est assez intéressant. Donc, au niveau donc, alors, j'espère que je n'ai pas toujours le. Donc, Shiroku, la méthode japonaise pour déployer ses ressources intérieures, justement, ça commence par Shukan, la méthode des artisans japonais pour persévérer, réaliser un chef-d'œuvre. Alors, c'est intéressant parce que quand vous commencez, là, vous nous expliquez vraiment que il y a vraiment une façon d'aborder les choses. Donc, c'est ça hein, que vous nous transmettez vraiment dans le livre. Et vous commencez par une histoire justement des artisans japonais. Vous pouvez nous la raconter? Oui, alors en fait, bon, c'est pas complètement une histoire vraie, mais c'est quand même inspiré d'artisans que j'ai moi-même rencontrés, puisque j'ai vécu 3 ans à Kyoto, où j'aidais des artisans et des moines à faire découvrir un petit peu leurs arts en fait en France. Et donc c'est l'histoire d'un artisan qui est pas un moine, mais qui vit dans un monastère, parce qu'il doit faire une statue pour ce temple justement. Et le premier jour, tout est génial parce qu'il est dans un beau temple, il y a les petits jardins en mousse, etc. Et petit à petit, il y a l'usure. Il y a l'usure qui se fait et il perd confiance en lui. Déjà, parce forcément, il n'a pas de maître qui lui en prenne à faire les choses. Il est vraiment, il a sorti de la théorie, là, il fait sa statue, il est seul face à sa statue. Et le temple, il le connaît, finalement, c'est toujours la même routine, donc il y a vraiment une usure qui se fait installer. Et là, il va avoir des discussions avec des moines qui vont être sous forme de questions. Parce que l'important, c'est pas d'apporter des réponses, c'est d'abord de poser les bonnes questions et de voir comment elles résonnent. Et du coup, il y a quelques dialogues où les moines lui font des questions. Et après, l'histoire, elle se poursuit et on est sur la prochaine génération d'artisans et de moines et il raconte comment l'artisan a finalement pu faire un chef-d'œuvre. Mais en fait, je vais pas tout dévoiler, bien sûr, mais il y a 2 chefs-d'œuvre. Le premier chef-d'œuvre, c'est l'artisan qui construit la statue. C'est l'apprenti artisan qui construit la statue. Ça, c'est un premier chef-d'œuvre, mais c'est pas le plus important. Et c'est l'artisan qui se sculpte lui-même. L'apprenti qui devient un maître et qui sculpte son quotidien, etc. Voilà. Et voilà. Et c'est ce chapitre en fait donne plusieurs conseils, notamment des techniques mentales, pour arriver à faire un objectif, parce que souvent il y a un mot qui s'appelle ikigai en japonais, qui veut dire l'énergie du moment, et on peut faire des petites réalisations sur une énergie du moment. Mais quand, là c'est le cas d'une statue qui met plusieurs mois à faire, plusieurs années, on peut pas seulement marcher avec l'ikigai, avec l'énergie du moment. On a besoin de quelque chose qui a une énergie un petit peu plus calme, mais qui part du profond de l'être. C'est vraiment profond, c'est beau justement, on sent cette poussée là qui permet de vraiment réaliser les choses. Alors, justement, c'est tout, exactement, technique mentale pour faciliter l'acquisition de nouvelles compétences. En fait, ça veut dire qu'on se réinvente constamment, qu'on doit dans la façon de se sculpter nous-mêmes pour justement aller mettre en place cette œuvre, une statue autre chose, parce que pour tout projet, je pense que c'est justement, dans nos vies, c'est vraiment ce qu'on va aller chercher. Mais ça permet de vraiment tenir d'être plutôt persévérant, de tenir sur la longueur, parce que on parle vraiment de persévérance dans avec Shukan. C'est vraiment, il y a vraiment une confiance de l'esprit et du cœur, vous parlez, et j'aimerais qu'on en parle à notre chers auditeurs, parce que souvent, surtout peut-être en France, je ne sais pas si c'est le cas au Japon, on voit bien que les angles de vue ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est pour ça que je voulais aussi vous inviter dans mon émission, parce que
c'est intéressant de voir comment les autres voient les choses, hein, pour changer de perspective, ouvrir des nouvelles portes en nous, autour de nous, vraiment aller autour des nouvelles dimensions. Cette persévérance au niveau de la constance et de l'esprit, là, du cœur, comment on la cultive aussi? Parce que il y a toute une partie sur comment entraîner son cerveau à travailler plus en se fatiguant moins. C'est au niveau des neurosciences. Est-ce que vous pouvez donner un petit truc là-dessus? Parce que ça va intéresser tout le monde de savoir comment on peut rester dans cette constance, en fait. Parce que moi qui accompagne beaucoup les projets, on pose beaucoup de questions aussi en coaching, en tutoring, etc. C'est intéressant de voir d'un point de vue japonais, pour le coup, par rapport à ce que vous avez pu faire comme pont avec votre vision peut-être française. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes au Japon maintenant? Ouais, ça fait un petit peu plus de 10 ans. Un petit peu plus de 10 ans. Bon recul, hein, voilà, cette constance, comment on peut vraiment avoir cette persévérance, cette constance dans ces projets? Je pense que ça peut être une belle question. Alors, en fait, je voudrais commencer par les arts martiaux. Parce que mon intérêt pour le Japon, c'est les arts martiaux. Et les arts martiaux, c'est quelque chose de très concret. Et en Occident, dans la plupart des pratiques sportives, à l'exception de la natation, mais il y en a d'autres, bien entendu. Mais en tout cas, en arts martiaux, souvent, on insiste sur développer la puissance. Et en Asie, et notamment au Japon, c'est de dire, à partir du moment où il y a quelque chose qui est une réserve limitée, on va essayer de pas l'utiliser inutilement. Donc, dans les arts martiaux, les gens n'utilisent pas la puissance, ils essayent de faire des techniques qui sont efficaces, même si on n'utilise pas de force. Pourquoi? Parce que maintenant, nous, on réfléchit sur une pratique sportive qui est, il y a un ring et puis les gens, et voilà, les arts martiaux japonais, c'était utilisé par des gens pour défendre leur clan. Et quand c'était des batailles, ça pouvait durer plusieurs jours. L'objectif, c'était pas de gagner une bataille. L'objectif, c'était de rester en vie, de protéger son clan plusieurs jours par an. Donc, les gens pouvaient pas arriver complètement exténués dès le premier combat. Donc, les Japonais, en fait, ils cherchent pas une intensité fulgurante sur un petit moment, ils cherchent vraiment l'économie. Mais la motivation et la concentration, c'est pareil. C'est-à-dire, comment faire pour que le cerveau, il utilise le moins possible d'énergie, mais pile au bon endroit et sur une longue durée, sans se fatiguer. Et en fait, les Japonais, ils ont compris que travailler sur sa motivation, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Énormément. C'est pour ça que les gens, quand ils font de la méditation, ils restent assis, il ne faut rien. Mais si on fait ça à des personnes pendant 3 jours, il y en a qui vont se mettre à pleurer. Et les Japonais ont compris, si vous voulez vous contrôler, le mieux, c'est d'avoir des rituels. Alors ça, c'est pour les moines. La journée d'un moine est très ritualisée. Et du coup, il n'y a pas besoin de se poser de questions. On entre dans un mode, là, c'est le moment de faire la méditation. Là, c'est le moment de faire le jardin. Là, c'est le moment de faire les entraînements. Pour la concentration, c'est pareil. Si, en fait, on utilise l'environnement des habitudes, et les 3 premiers jours, il faut de la volonté, ce qu'on appelle le willpower en anglais, la volonté. Quand c'est devenu une habitude, il n'y a plus besoin de volonté. Et le but des Japonais, c'est de créer un monde harmonieux où, en fait, on n'a plus besoin d'utiliser notre volonté parce que la volonté fatigue. Et toute la vie japonaise est faite. Donc nous, on a l'impression que c'est codifié, c'est rigide. Mais en fait, le but, c'est pas de respecter une règle, un dogme pour respecter une règle et un dogme. Le but, c'est de justement de laisser reposer notre esprit critique pour qu'il s'accroche à des choses qui sont vraiment importantes. Pour la méditation, c'est profiter du moment présent. Pour la cérémonialité, c'est pareil. Comme ça, on n'est pas en train de réfléchir aux gestes que l'on fait. Et pour quand il s'agit du travail, on est dans tel environnement, on a écouté telle musique, on a utilisé tel carnet, c'est placé sur tel endroit de la table, on n'est pas en train de chercher les choses. Du coup, ça se fait naturellement. Donc, le but, c'est ça, c'est pas d'augmenter la volonté, c'est d'optimiser en fait notre énergie. Un endroit du livre, vous dites, seule la légèreté que procure l'habitude peut nous soutenir dans la voie que l'on s'est choisie. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on choisit un acte, on utilise son libre arbitre, comme on parle souvent dans l'émission, et après, on va aller organiser en fait son environnement, sa vie, pour mettre en place certaines habitudes-là. Qu'est-ce qu'il en est pour l'aspect dépassant de soi dont on parle souvent, justement? C'est là quand
quand il y a un combat qui veulent justement rester en vie et protéger je sais pas comment vous avez appelé ça, le village. À un moment donné, il va falloir cette volonté, cette énergie de dépassement, cette puissance, justement, cette force, à un moment donné, d'être parfois sortie d'un petit pour dépasser une certaine épreuve ou une certaine situation. Est-ce que c'est une autre étape? Alors, moi, j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux et souvent, les gens, ils pensent que s'ils sont pas assez rapides, ils veulent gagner en rapidité ou ils veulent gagner en impact, en impulsivité. Ils pensent que c'est parce qu'ils ont des muscles qui sont pas assez développés. Mais en fait, souvent, nos muscles marchent en antagonisme. Donc, par exemple, pour le bras, il y a le biceps et le triceps. La plupart du temps, les débutants, ils sont suffisamment musclés. C'est juste qu'ils utilisent les deux muscles en même temps. Et en fait, le but, c'est de savoir en relâcher un pour qu'il bloque pas l'autre. Et moi, je pense souvent, dans mon expérience, c'est avant, je me disais, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, etc. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait, comme tout le monde, un petit peu un burn-out. En fait, la burn-out, c'est comme une voiture, on appuie sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. On n'avance pas et ça fait chauffer et ça fait tout chauffer et la voiture risque de casser. Oui, c'est vrai. Et moi, je pense que la plupart des gens ont tout ce qu'il faut en eux pour affronter les challenges que la vie leur offre, mais ils ont un frein quelque part qui est enclenché. Et en essayant de trouver le meilleur accélérateur ou de mettre plus de carburant ou avoir un meilleur moteur, ils ne font qu'empirer leurs blessures parce que leur blessure vient du frein. Donc, parfois, il faut juste trouver comment enlever un frein. Et enlever un frein, c'est pas simple parce qu'il y a des peurs, etc. derrière. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir une autre vision et de vraiment prendre en compte quand est-ce qu'on doit, comment doser, comment équilibrer finalement les choses. Hein. Vraiment ok. Alors, on va parler de sens, parce que quand on parle d'essentiel, on parle de sens aussi. C'est justement pour vraiment ritualiser, comme vous dites, mettre en place des habitudes pour ritualiser les choses et donc vraiment réguler notre énergie. Justement, je trouve ça intéressant qu'on parle de sens. Donc là, il y a Kinsho. Kinsho. La méthode qu'on fait avec la procrastination. Donc justement, comme vous dites, parfois, il va falloir réguler donc cette pédale de frein, voir un petit peu ce qu'on en fait, etc. Ce qui va être intéressant, c'est que moi, je fais souvent dans les émissions, on parle régulièrement de procrastination, donc ça va être intéressant d'en parler ici, parce que justement, de comprendre qu'on peut ritualiser nos habitudes, notre environnement, notre énergie, cette puissance qu'on a en nous, cette force qui va pouvoir vraiment permettre de réaliser les chefs-d'œuvre, les projets qu'on a à mettre en place dans notre vie, avec persévérance, constance, etc. Là, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu, est-ce que la procrastination déjà existe? C'est la première question. Alors, je ne pense pas, en fait, que la procrastination existe. Et pour prendre un exemple très simple, c'est, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'avais des difficultés à me lever le matin. Je pense comme beaucoup de monde. Plein de monde dans ces cas-là. Et comme beaucoup de monde, avant d'avoir ma petite interview avec les Japonais, je me disais il y avait plein de facteurs extérieurs. Mais si un jour un petit génie était venu et me dit si tu te lèves tous les matins à 4 heures et si tu fais ça pendant 1 an, je te donne 1 million d'euros, je suis sûr que je serais devenu du matin. C'est ça. Et donc en fait, la procrastination, moi, comment j'ai essayé de l'analyser au niveau des neurosciences, c'est que le fait de penser, le fait d'utiliser la volonté, ce genre de choses, ça passe par la production d'ATP, donc ça redemande de l'énergie. Et le cerveau utilise énormément d'énergie dans le corps. Et il y a quand même un petit compteur dans le cerveau qui se dit, voilà, si j'utilise de l'énergie, c'est comme un investissement d'argent. C'est notre petit financier dans le cerveau. Si j'utilise de l'énergie, il va falloir que j'ai un retour sur investissement de cette énergie qui soit hyper important. Et ça tombe bien, c'est-à-dire qu'avant, on utilisait l'énergie pour attraper une proie, pour manger. La procrastination, pour moi, c'est quelque chose, un
un mécanisme de protection biologique. C'est si le cerveau il considère que l'investissement n'en vaut pas la peine, alors il y a le mode procrastination qui se met en place. Donc si par exemple il y avait un lion qui devait chasser une petite mouche et qu'il fallait qu'il court 1 kilomètre pour chasser une mouche, ça ne vaut pas le coup. Et en fait, je pense que dans notre société, on a tous des problèmes de procrastination parce que en fait, ce à quoi on nous demande de travailler ou à quoi on court, en fait, on n'en a pas vraiment envie ou on comprend pas pourquoi ça fait sens. Et parfois, on fait des choses pour nous-mêmes quand on est auto-entrepreneur ou parfois on fait vraiment des choses. On a l'impression d'en avoir envie, mais en fait, c'est des projets qui sont tellement sur le long terme qu'on se dit cette journée-là, elle est pas importante dans ce projet, donc du coup tout ça, ça perd du sens, on perd du plaisir. Et l'aspect procrastination arrive et du coup, on culpabilise en disant je suis feignant, je fais pas assez. Non, le seul problème, c'est qu'on ressent pas de sens. Et justement, la partie dans Kincho, c'est de dire le seul moyen. Moi, je connais pas une seule mère seule qui a des enfants, qui aime ses enfants, qui est feignante. Hein. Ça n'existe pas. Quand on a quelqu'un qu'on aime et qu'on a envie de protéger, qui est plus important que soi, il y a personne qui est feignant. Et donc, l'important, c'est d'avoir soit des choses que l'on aime, mais parfois, on peut pas tous faire des métiers qu'on a vraiment envie. Et parfois, même si on fait un métier qu'on a envie, il y a des moments qui sont pas très intéressants. Mais par contre, on a tous une équipe avec nous, ou même si on travaille seul, on a tous des fournisseurs, des gens de service qui travaillent avec nous, on a tous des amis, on a tous des parents qui s'inquiètent. Et donc, si on switch en disant, OK, je vais peut-être pas sauver le monde avec ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais je vais peut-être faciliter la vie d'un collègue. Je vais peut-être aider des fournisseurs. Je vais peut-être déjà nourrir ma famille, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, rien n'est important, tout est important, en fait. Et ça, c'est une phrase japonaise. Et à partir du moment où on comprend que chaque petite action que l'on fait participe un petit peu au bien-être ou au mal-être des autres qui nous entourent, du coup, le mode procrastination s'enlève. C'est-à-dire, je suis important, ce que je fais compte. C'est le seul moyen d'enlever le mode procrastination. Mais la procrastination n'est pas notre nature. C'est juste un mode en disant ce que je fais. Notre comptable, notre financier à l'intérieur de la tête, il voit pas le retour sur investissement. Si on lui montre le retour sur investissement, il va nous faire ce que l'on veut. Justement, on rentre dans une ère aujourd'hui où, à mon sens, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont se mettre à leur compte, qui vont avoir envie de faire ce qu'ils aiment vraiment, de vraiment utiliser ce qui leur fait envie pour en faire une activité. Moi, c'est vraiment ma vision à 5 à 10 ans. J'ouvre à ça, moi, pour le coup, parce que j'estime que ça va être quand même plus sympa que tout le monde puisse faire une activité, ou en tout cas se créer son activité pour vraiment faire ce qu'il aime et aimer ce qu'il fait, il y a une sens quand même. Donc justement, ce qui est intéressant, c'est cette envie. Moi, je dis toujours, parce que tu as envie, tu es envie, parce que tu es envie, tout est possible. En fait, c'est encore une fois une espèce d'équilibre ou de régulation entre ces envies et le temps qu'il faut pour mettre en place les choses. C'est ça, Nicolas, ou pas? Oui, il y a ça aussi, mais par contre, moi, donc j'ai créé mon entreprise maintenant, et il y a quelque chose il y a beaucoup de mes amis qui veulent créer leur propre entreprise, et ils s'imaginent quand on crée notre entreprise, tous les jours, ça va être hyper excitant, on va faire que des choses que l'on aime, etc. Si vous créez votre entreprise pour que tous les jours soient excitants et que vous faites ce que vous avez envie, ne faites pas votre entreprise, parce que vous mettez en jeu votre situation financière. Et vous êtes tout seul. Donc, par exemple, quand on est chef de sa propre entreprise, il va tout falloir faire. Moi, j'ai une entreprise où je vends des produits. Donc, je dois envoyer les produits, je dois les mettre dans les paquets. Enfin, l'important, c'est est-ce que l'objectif final, la mission fait sens? Et après, il y a 20% en tâches, hein. En temps passé, il y a 20% d'écitement et 70% de trucs répétitifs, pas très intéressants. Et ce que les Japonais ils font comprendre dans leur sagesse, c'est si la mission vaut le coup, il va falloir que vous supportiez 70% de choses qui sont pas intéressantes. Mais c'est pas grave parce que vous savez que vous faites ces choses pas intéressantes pour quelque chose qui en vaut vraiment le coup. C'est très, 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 très
En fait, finalement, on est obligé de passer en mode procrastination régulièrement, mais est-ce que c'est pas finalement un signal qu'on nous envoie pour nous dire ben, allons encore plus à l'essentiel, puisqu'on a le sens, donner encore plus de sens à chaque fois, parce que moi, je le vois aussi dans mes accompagnements ou moi pour moi, en tant qu'entrepreneur aussi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est important de voir que quand on rentre dans la procrastination, quand on sent que qu'il n'y a pas ce feu-là qui est là, cette flamme qu'il peut y avoir à d'autres moments, se poser la question, est-ce que je ne m'éloigne pas de l'objectif ou du sens aussi? Parce que parfois, vous savez, on passe aussi par des chemins compliqués parce qu'on se laisse embarquer par, vous savez, avec le net et tout ça, la technique de un tel ou le truc de machin. Hein. Et en fait, des fois, moi, je le vois, en accompagnement, on perd du temps aussi. Clairement, on rentre dans un… Donc, moi, ce que je dis souvent pour la procrastination, c'est aussi, attention, c'est aussi un signal, comme votre corps vous envoie un mal de dos ou mal de gorge ou autre pour vous donner un signal que, bon, là, il y a peut-être quelque chose à changer. Est-ce que la procrastination n'est pas un signal aussi qui vous montre que vous pouvez aller encore plus à l'essentiel pour passer justement ce mode procrastination un petit peu plus vite ou un petit peu différemment et toujours à l'essentiel, toujours garder ce fameux sens parce que là, on a dans le livre, ça s'appelle Sekinin, technique infaillible pour redonner son travail quel qu'il soit. Vous dites qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. C'est ça. C'est pensable. Est-ce qu'on ne se trouve pas des excuses des fois et donc on rentre un peu plus dans cette procrastination plutôt que de trouver le moyen d'aller à l'essentiel tout de suite? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors, moi, j'ai travaillé donc dans des entreprises françaises et japonaises. Et moi, il y a quelque chose qui m'a… alors là, c'est des grandes caricatures. Mais il y a quand même des choses intéressantes. C'est quand je suis allé dans les entreprises françaises, il y avait des endroits où la dose de travail n'était pas en adéquation avec le salaire. Et donc, du coup, il y a des personnes qui ont commencé à se dire, qui étaient dans mon équipe, bon, on va… le salaire n'étant pas à la hauteur de ce qu'on investit, moi, aujourd'hui, je vais pas finir tel ou tel dossier. Ah oui, carrément. Oh, ouais, bon. Et mais en fait, la manière de réfléchir japonaise, c'est que on se bat pas pour la direction. On a une équipe, on s'entend bien, on est tous amis. En plus, on était tous amis. Si moi prends du retard sur mon dossier, je vais faire prendre du retard à des autres personnes de mon équipe. Et en plus, on va faire prendre, parce que souvent on fait des services ou des produits pour d'autres sociétés, on va impacter ces autres sociétés. Et la personne qui va rentrer en retard, moi je la connais, je connais sa femme. Du coup, ils vont pas passer un bon repas ensemble. Et donc, du coup, Sekinin, ça veut dire responsabilité. C'est-à-dire, quand nous, on fait pas quelque chose, on impacte les gens qui sont à côté. Et on ne fait pas que impacter le patron ou les actionnaires. Mais par contre, si on fait un travail, qu'on le fait en temps et en heure, où, du coup, on a un impact positif. Et en fait, le problème, et là, la vraie différence entre le Japon et la France, c'est que la France, quand nous, on pense sens au travail, on pense, est-ce que notre entreprise va changer le monde? C'est comme ça que je réfléchis aussi. Mais on ne peut pas tous travailler tout le temps dans notre vie dans une entreprise qui va changer le monde. Et donc, à ce moment-là, comme maintenant, c'est un petit peu la mode de mettre que le projecteur dessus, si on a l'impression qu'on va pas changer le monde, on va juste faire un dossier administratif en temps et en heure, du coup, on n'arrive pas à trouver la motivation. Et les Japonais, eux, parce qu'ils ont le mode procrastination aussi, mais pour enlever ce mode procrastination, ils vont regarder leurs collègues et disent, voilà, moi, j'ai une équipe, et moi, je vais porter les gens de mon équipe au faire qu'on soit bien. Du coup, on n'aura pas de problème avec la direction. On va tous garder notre emploi et en plus, les gens vont pouvoir rentrer chez eux. Et voilà. Pour moi, c'est ça en fait. C'est pas toujours avoir des grands rêves de changer le monde, mais voir si on peut améliorer le quotidien des gens qui nous entourent. Parce que c'est ça l'authenticité. Les gens qui disent ils veulent changer le monde, mais ils veulent pas changer le quotidien des gens qui les entourent. Ils n'ont pas envie de changer le monde. Ils ont juste envie de se sentir importants. Et c'est pas la même chose. Entièrement d'accord, c'est clair. Parce que ce qu'on fait pour soi, c'est pour les autres finalement. Moi, c'est ce qu'on remet en place beaucoup en France aujourd'hui avec le coaching. Alors, il y a différentes techniques, mais de vraiment aller voir ce qui se passe en nous pour s'en occuper, pour ensuite mieux s'occuper des autres et donc se donner de l'amour qu'on va pouvoir redonner aux autres. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est tellement tourné vers les autres et que nous, on se vide en fait.
n'a plus de sens, etc., que ça ne veut plus rien dire. Donc, très intéressant cette approche. Alors, il y a la méthode, je ne sais pas si c'est la méthode, oui, c'est la méthode, Mokuyo. Voilà, la méthode pour se remotiver au jour le jour. Vous pouvez nous en dire plus? C'est important de se remotiver au jour le jour. Parce que ce mode procrastination arrive, il nous déstabilise en fait, il faut qu'on le traite et après on met en place un rituel, une nouvelle habitude justement. C'est quoi le truc pour Alors en fait, notre cerveau n'est pas fait pour appréhender l'infini. Donc si par exemple on marche dans un tunnel, le tunnel est noir et on voit pas le bout du tunnel, on peut pas marcher dans ce tunnel, on va paniquer. Maintenant, si on voit un tunnel, il est très long, on voit qu'il est long, mais on voit qu'il y a la petite lumière au bout et on voit cette petite lumière se rapprocher. Là, on pourra probablement plus avancer jusqu'au bout. La seule chose, c'est que dans la vie, généralement, on a un tunnel, on voit la lumière, elle est au bout, mais plus on n'a pas l'impression qu'en marchant, elle se rapproche. Ça, c'est typique des projets très long terme, qui en plus comportent un risque, c'est-à-dire de faire un bide. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on procrastine, et c'est pour ça qu'on a peur, et c'est pour ça qu'on a du mal à se remémorer le jour. Quand les gens ils font par exemple, ils veulent par exemple perdre du poids, et ils commencent par exemple à courir. Si tous les jours de leur vie ils perdaient 100 grammes, ou même ne serait-ce que 20 grammes, ils continueraient. Ouais. Mais parfois, pendant une semaine, on a fait plein de sport et on a pris du poids. Et du coup, on trouve qu'il y a une grande injustice à tout ça et on arrête. On arrête pourquoi? Parce qu'on voit pas ces progrès. Et donc, alors pour le sport, c'est un petit peu particulier, mais quand on a un projet qui est sur le long terme, on sait qu'il va, c'est comme une traversée du désert. On voit pas la fin. Donc, il faut qu'on place des repères sur notre progression pour se dire on a avancé. Et même si on n'a pas avancé aussi vite qu'on a voulu, on a avancé. Et ça, c'est ce qui permet de se remotiver. Et à chaque fois qu'on fait des repères un petit peu plus importants, il faut célébrer. Et en gros, c'est le cœur aime bien les choses infinies, la tête, elle aime pas les choses infinies. Donc, c'est divisé en plus petites étapes. Mais ça, c'est hyper important, surtout pour la partie motivation. En tout cas, pour les livres, c'est des choses qui prennent longtemps. Moi, c'est comme ça que je fais pour tous les projets long terme. Il faut vraiment que voilà. Et on regarde pas trop loin. Quand ça va pas, on met un pied devant l'autre et c'est tout. Voilà. Et même si on sait pas où on va aller dans 2 semaines, dans 3 semaines, parce que maintenant on a l'impression qu'il faut prévoir sa vie sur les 10 prochaines années, on sait exactement. Quand c'est possible, mais dans les vrais moments où quand on est dans un désert, c'est la tempête, on voit rien, on voit juste ses pieds, on se dit, je mets un pied devant l'autre, je sais que j'ai avancé. Et ça, on peut voir, parce que c'est donc tous les jours, j'ai avancé un tout petit peu. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est alors dans la partie d'après, parce qu'on va avancer, puis après de toute façon, vous allez découvrir ce merveilleux livre, mes très chers auditeurs, parce que franchement, c'est rempli de pépites. Ça va vous changer votre vie. J'ai adoré. Justement, dans la méthode pour rester concentré sur l'essentiel, qui est quand même pour ici dans notre émission le cœur, hein, puisque le but ici c'est vraiment de se reconnecter à son essentiel, donc on est vraiment là-dedans, rester concentré. Justement sur le Shuchu Ryuku, l'art de maîtriser les timings pour maximiser sa concentration, c'est vraiment ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'en fait, voilà, découper, se mettre des timings, etc., faire un pas à la fois, vraiment avancer au fur et à mesure. Parfois, on avance plus vite, parfois, on avance moins vite, parce qu'il y a aussi le flow et le slow. Hein. Moi, on en parle souvent dans l'émission, cette espèce de flow où on est plutôt sur une énergie souvent masculine, où on va être en action, on va suivre le flow, etc. Mais parfois, quand on est à 150 km/h sur l'autoroute, on voit pas trop ce qui se passe, ça passe vite là, on voit pas trop ce qui se passe dans le paysage à côté. Savoir ralentir, voire s'arrêter parfois, justement quand on est dans la tempête, oui, on va voir notre pas déjà, faire un petit pas, avancer tout doucement sans rien voir. Je pense que c'est important de faire confiance justement à ce qui peut se passer, à cet inconnu.
On a commencé l'émission en parlant des rituels, des habitudes à mettre en place sous forme de rituels. C'est justement ça, ce timing aussi d'aller mettre en place des choses. Mais la vie est quand même remplie de surprises. Il ne faut quand même pas oublier tout ça. Donc, au niveau de cette partie-là, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire à nos très chers auditeurs pour vraiment maximiser, maîtriser les timings pour maximiser sa concentration? Parce que je pense que c'est une histoire de concentration, encore une fois, de focus, de rester sur ce sens profond qu'on a trouvé. Parce que je pense que c'est important de trouver ce sens profond. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais je pense qu'on avait oublié en route quand même que c'était important d'avoir une direction. Quand on va aller quelque part, pour voir quelle route on va prendre, il faut quand même savoir où on va, en fait. C'est quand même plus sympa. Et après, voilà, on va faire des étapes pour s'y rendre. On va mettre plus ou moins longtemps. On n'est pas obligé de toujours tout prévoir. Je suis vraiment d'accord avec vous, Nicolas. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur… est-ce qu'on peut donner un petit peu envie à nos très chers auditeurs d'aller voir un petit peu cette méthode-là de Shoshu-ryoku, justement, qui est vraiment le titre de votre livre, hein. Alors en fait, souvent en Occident, quand on parle, souvent les livres parlent de science ou ils parlent de spiritualité. Et moi, donc là, c'est pas du tout le Japon. Il y a un voyage qui m'a beaucoup fait marcher, mais qui m'a beaucoup marqué. C'est une traversée d'un désert, un désert au Maroc. Et quand vous traversez le désert, vous avez donc l'humain. Et il y a la monture derrière. Un chameau, un dromadaire, ça dépend les régions. Maintenant, on aime un petit peu plus les animaux qu'avant. Quand on traverse le désert et on fait porter plein de choses à la monture, et que la monture, c'est le moment de la journée où elle est pas très en forme, on va pas la fouetter jusqu'au sang. Et si quelqu'un faisait ça, on trouverait ça bizarre. Maintenant, si on prend ça comme une métaphore et que l'humain qui marche, c'est l'esprit ou c'est le cœur, et que la monture, c'est le corps, on comprend que quand le corps, c'est pas le moment, ça sert à rien de le fouetter jusqu'au sang. Et notre corps, il subit des règles qui sont pas les règles de la spiritualité, qui sont les règles de la biologie. Et la manière dont on mange, la manière dont on vit, la manière dont on fait du sport, la manière dont on dort, la manière dont on prend le soleil ou on prend pas le soleil, tout ça, ça va définir des rythmes culturels. Et donc, du coup, c'est comme je parlais de l'accélérateur et le frein à main. Si on met l'accélérateur sur le cœur et l'intellect, mais qu'on met le frein à main sur le corps par nos choix de vie, on va faire un burn-out. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce livre, pour moi, c'est ça, sa spécificité, mais même sans le lire, c'est écouter votre corps, regardez ses rythmes, regardez si vos choix de vie n'influencent pas ces rythmes et essayez de voir si vous ne pouvez pas trouver des moyens de mettre les moments d'envolée lyrique de votre cœur et le corps là où il peut vraiment agir en même temps. Parce que, voilà, surtout, ne fouettez pas à mort votre monture, comprenez-la. Et moi, je dis que déjà, méditez là-dessus, mes très chers auditeurs. Moi, je parle d'alignement corps-corps-esprit. C'est très important de vraiment savoir écouter son corps. Pour le coup, il nous envoie de beaux messages, de savoir comment traiter ses pensées pour mettre en place des actions plus ajustées et écouter son cœur qui sait, hein, c'est oui ou non, c'est pas, je sais pas, voilà. Il y a une petite citation à la page 53 du livre qui dit « Vous pouvez tout avoir, mais pas tout en même temps », disait Oprah Winfrey. Donc, on va terminer l'émission avec voilà, cette pensée qu'à un moment donné, on a besoin d'aller ajuster et réguler pas mal de choses. Et pour aller à l'essentiel, on est vraiment… là-dessus. Alors, il y a d'autres méthodes, bien entendu, dans le livre. On ne va pas parler de toutes les méthodes. Là, vous avez parlé un petit peu d'alimentation, justement, Nicolas. Ça, c'est Eiyo qui termine le livre avec Shane Kay aussi. Comment devenir l'architecte de son propre cerveau. Il y a vraiment des pépites, mes très chers auditeurs. Je vous invite vraiment, je vous mets le lien dans le descriptif pour commander le livre qui est en plus dans un format super sympa. On peut l'emmener dans son sac très facilement.
Franchement, j'adore ce livre. Donc, je vous laisse le commander tout de suite et vous imprégner de l'univers de Nicolas Chauvin, parce que franchement, vous avez fait un travail de dingue. On a vraiment énormément de ressources au niveau neurosciences aussi dans le livre. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Alors, quel conseil pourriez donner à nos très chers auditeurs pour garder le sourire, garder le smile? Culpabilisez pas. Comme je vous ai dit, c'est dans la vie, parfois il y a des choses ça va pas. Et on a toujours là, et je me répète un petit peu parce que je pense que c'est vraiment le cœur d'aujourd'hui. Quand ça va pas, souvent on se culpabilise en disant j'appuie pas assez fort sur l'accélérateur. Quand ça va pas, prenez un petit peu faites une pause et ne culpabilisez pas parce que vous faites une pause et cherchez les freins. Et après, on a tous envie de faire des grandes choses dans la vie et on a l'impression que la vie n'a de prix que si on fait des grandes choses. Non, juste soyez heureux avec vous-même, restez émerveillés du monde parce que le monde on ne comprend pas encore, il y a plein de belles découvertes et profitez des moments simples avec des gens qui sont importants pour vous. Et vous n'avez pas besoin de devenir Bill Gates ou d'avoir fait l'entreprise qui a trouvé le vaccin pour le coronavirus pour être heureux. C'est le succès, la réussite doit être la cerise sur le gâteau de votre vie, mais n'en faites pas l'objectif de votre vie, sinon vous allez culpabiliser jusqu'à la fin. Oui, parce qu'il y a tout le gâteau quand même qu'il faut manger avant de manger la cerise. Donc, effectivement, c'est intéressant. Alors, Nicolas, je vais finir sur une phrase que vous avez mis, une citation que vous avez mis dans l'introduction du livre. Un homme qui ose gaspiller 1 heure de sa vie n'a pas encore découvert la vraie valeur de son existence. C'est Charles Darwin qui dit ça. On va finir l'émission là-dessus, tout simplement parce que c'est important déjà de vraiment profiter de chaque instant. C'est le message que vous venez nous donner pour avoir le smile. Et je pense pour être à l'essentiel, c'est garder vraiment cet aspect essentiel de notre vie. Nous sommes vraiment vivants, c'est important d'en profiter et de mettre en place des objectifs au fur et à mesure pour avancer un pas à la fois. Merci beaucoup, Nicolas Chauvin. Merci beaucoup, Valérie Carchier. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Carchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.